Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la THM, la télévision à votre image. Le bonheur, thème qu'on aborde très peu dans nos écoles et nos universités, ou presque pas. Mais qu'est-ce que c'est le bonheur? Comment être heureux? Et comment aider nos jeunes à développer ce sentiment de bien-être? Aujourd'hui à l'émission Les Beaux Dimanches, nous allons essayer, avec 3 distingués invités, de parler de ce thème. Il s'agit de Laure Haché, écrivain et poète, Roxana Brussonnet, conférencière et auteure, et Franck Billot, photographe et animateur. Bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, je pense que chacun a sa propre définition du bonheur. Quelle est la vôtre? Goûter l'instant. Alors ça peut paraître complètement simple comme ça, mais en fait c'est un vrai défi au quotidien. Et quand je dis un défi, je parle pour moi en tout cas, c'est-à-dire d'être capable d'apprécier l'instant en faisant abstraction de toutes les choses qui viennent nous distraire de notre centre. C'est-à-dire les choses à faire, les coups de téléphone, les ci, les ça, enfin. Et donc le fait de goûter l'instant, ou en tout cas de se rappeler à son centre, c'est à la fois d'une grande simplicité et à la fois absolument un défi merveilleux. Et c'est ça, mais une fois qu'on est arrivé à ça, qu'on arrive à se ramener à cet instant, c'est là où on commence à goûter le moment comme si c'était un plat savoureux. Je pense que c'est ça le truc, en tout cas, c'est le défi de pouvoir le faire de façon le plus consciente et le plus régulière possible. Mais à mon sens, le secret, il se trouve là. Qu'en est-il de vous autres, hein? Mais alors pour moi, justement, c'est ça, mais le fait de goûter l'instant, c'est aussi lié à un choix. Donc finalement, le bonheur est une habitude. C'est de décider d'être heureux dans le moment sans se projeter nécessairement sur un accomplissement futur. Alors, c'est une décision. Il faut décider d'être heureux. Ouais. Laure? J'ai tendance à partager un petit peu ce qui vient d'être dit, effectivement. Le bonheur, c'est être déjà dans l'instant présent, c'est-à-dire être pleinement soi-même dans l'instant présent, avec un mental le plus calme possible. Et puis avant tout, je pense, c'est d'en faire le choix. Le choix pour se maintenir dans le bonheur, c'est-à-dire que j'aurais tendance à dire que tout le monde, quelque part, a des moments où il est heureux. Des moments qu'on appelle la joie, des moments de paix, des moments de sérénité. On croise ça tout le long de notre vie, tout le long de la journée. Mais que se passe-t-il du fait que quelque part on ne se maintienne pas dans ces espaces? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on dit « je suis heureux » alors qu'en fin de compte il s'agit d'être tout court. Le bonheur, en fin de compte, le fait de dire que je suis heureux, c'est laisser déjà une place à un espace en nous-mêmes qui n'est pas le bonheur. Et j'aurais tendance à dire que le bonheur, c'est relatif. Pour moi, je le vis comme ça. Je le goûte d'autant plus, le bonheur, je le goûte d'autant plus qu'il vient d'un espace où je n'étais pas heureux. Ça ne veut pas dire que j'étais malheureux. Est-ce que ça veut dire que c'est une abstraction, le bonheur? Ce n'est pas réel ou bien? C'est totalement réel, mais je pense que c'est un état particulier de l'être, mais ce n'est pas un état permanent. J'aime bien dire comme ça, par exemple, est-ce que le Christ était heureux? Est-ce que le Christ était heureux? Est-ce que Bouddha était heureux? Est-ce que le bonheur, à vrai dire, est une quête essentielle à l'humain, ou primordiale? On peut s'en poser la question. Je pense plus au chemin. Je vais d'un espace où, effectivement, le bonheur n'est pas là, et je me propulse dans le bonheur, et c'est là où j'atteins le bonheur. Et après, des fois, je m'en égare, je m'y perds, parce que les soucis de la vie, parce que les rencontres, ceci, cela, et après, je reviens. Et c'est ce mouvement, en fin de compte, que j'appelle le bonheur. Je peux déceler dans votre définition le moment présent, vivre l'instant présent ou le moment présent. Mais quand est-ce que le moment présent commence et quand est-ce que ça finit? Le moment présent, c'est quand le mental est calme. Parce que quelque part, on ne réfléchit plus à autre chose qu'à soi-même. Être dans le présent, c'est je ne réfléchis pas à ce que je vais faire demain, aux soucis que j'ai eus hier. Je suis là, tout simplement. Ici, on est ensemble, tous les 4, et on profite pleinement l'un de l'autre avec nos vibrations, nos échanges. C'est ça la présence.
C'est ça aussi, à mon avis, je voulais reprendre ce que tu dis, dans le sens que pour moi, c'est plus facile d'être dans l'instant présent quand je suis dans la rencontre. Alors pour moi, le bonheur est surtout relié à la rencontre avec une personne. Parce que quand on est seul, il faut une belle évolution pour être toujours heureux et dans l'instant présent quand on est seul. Parce que quand on est seul, on commence. le cerveau commence à être aussi parfois ailleurs. Alors que si on est dans la rencontre, au moins pour moi, pour mon expérience, c'est plus simple parce que je suis avec l'autre personne et donc je suis ici avec vous, je ne suis pas sur la lune. Alors, vous avez dit, c'est vivre l'instant présent sans se soucier du demain et de ce qu'on a vécu. Est-ce que là, on n'est pas dans l'insouciance, non? Pas du tout, pas du tout. Être présent à soi-même, c'est pas une preuve d'insouciance, au contraire. Au contraire, quand on est présent à soi-même, on est dans l'instant sur lequel, le seul moment où on peut agir sur soi. Quelque chose qui doit se passer demain, pour moi, j'ai pas de prise sur demain. Demain n'existe pas. Ce qui s'est passé hier, c'est hier, c'est déjà passé. Donc, le seul espace où on peut vraiment être soi-même, totalement soi-même, c'est bien dans l'instant présent. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dans l'instant présent? C'est que tout d'un coup, on commence à mentaliser. Et donc, c'est pas parce qu'on mentalise qu'on devient soucieux. Parce que le fait d'être insoucieux, après tout, à la limite, j'aurais tendance à dire, si ça veut dire ne pas avoir de soucis, je dirais que qu'on est heureux, effectivement, on n'a pas de soucis. Le bonheur ne porte pas de soucis en soi. Par contre, on peut peut-être mieux le gérer. C'est difficile dans la vie de faire abstraction des soucis. Enfin, chacun à son niveau a des soucis. Mais par contre, dans cette appropriation du bonheur, il y a quand même comme un espèce d'entraînement. Parce que, encore une fois, les sollicitations étant multiples, de revenir en son centre et en plus forte raison, comme tu le mentionnais, Rossana, le fait d'être pleinement bien quand on est seul soi, c'est tout un défi. Parce que c'est pas quelque chose qui est inné, ou si c'était inné, c'est quand on était tout petit, mais quand on a grandi et qu'on a grandi avec notre construction et puis nos conditionnements, c'est plus difficile de revenir à soi seul. Donc ça prend comme une espèce d'entraînement et en tout cas de prétendre à une quête de bien-être qui est un idéal dans l'avenir mais qui se construit au présent. Et donc le fait, comme tu le disais Laurent, il n'y a pas le moment c'est maintenant, c'est pas demain ou après-demain ou hier, mais ça prend quand même d'aller vers un idéal vers un idéal de vie, en tout cas de souhaiter être bien, d'aspirer à être bien, mais de le vivre maintenant pour que le présent puisse conditionner le futur. Puis je dis maintenant une chose qui est un peu peut-être en contradiction, mais c'est vrai, à mon avis, aussi, on est heureux quand on réfléchit sur le bien qu'on a pu faire, pourquoi pas, ou sur certains moments de plénitude aussi du passé. Je te pose un exemple. Parfois, pendant des ateliers, on lit un texte de Léo Buscaglia qui s'appelle « Nous sommes nés pour l'amour » et il y a des paragraphes. Il y a un paragraphe qui dit « Quand l'amour est repoussé au lendemain ». Non? Et naturellement, il dit « Il ne faut pas repousser l'amour au lendemain ». Ou un geste d'amour au lendemain. Mais alors là, je demande aux personnes, mais c'est quand que vous n'avez pas repoussé au lendemain un geste d'amour? Alors, parce que parfois, notre malheur est lié aussi au jugement sévère envers nous-mêmes. Donc, on regrette, j'aurais pu le faire, j'aurais dû le faire. Alors que si on s'arrête un moment à considérer aussi ce qu'on a fait de bien, ça nous ressource. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça bonheur aussi, mais parfois je trouve que le bonheur, c'est aussi une forme de réconfort. Le fait de se dire, ok, j'ai fait ça de bien. Je me souviens en Italie, une fois j'étais allée me confesser chez un prêtre merveilleux de 92 ans qui avait été missionnaire, etc. Et il m'avait dit, toi, tu sais qu'est-ce que tu fais le soir?
tu repenses à ce que tu as fait de bien et tu te réjouis. Alors, si je comprends C'est bien, ça. c'est la satisfaction qu'on tire des bienfaits qu'on a fait. Des Aussi. bienfaits ou bien des BA, ou des bonnes actions. Entre autres. En scout, j'ai appris de faire au moins un BA, une bonne action par jour. Oui. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, 2/3 des gens dans le monde ont des soucis d'argent, donc, autrement dit des problèmes d'argent. Et ceux qui ont l'argent, ils ont des soucis de maladie ou d'autres problèmes, etc. Mais est-ce qu'on peut être heureux dans ce monde aujourd'hui? Incontestablement, on peut être heureux partout. Même dans la pire des situations, on peut être heureux, puisque être heureux, c'est déjà deux choses. C'est d'abord être. Donc, être, qu'est-ce que c'est que être déjà? Être soi-même, se reconnaître, s'accepter en ce qu'on est. Pas chercher à devenir un autre, à te dire demain je serai mieux, ou si j'étais comme ci, ou si je faisais. M'accepter dans ce que je suis, dans ma totalité de mon être, avec ce que vous pourrez appeler des défauts, même si j'appelle ça plutôt des formes, des caractéristiques qui nous caractérisent, et regarder qu'on est fait ainsi et accepter ce qu'on est. Si on est dans la position de s'accepter tel qu'on est, réellement, avec joie, quelque part, on est heureux. Le bonheur, il est aussi simple que ça. On n'est pas obligé de le transformer sous la forme de matière. On ne dit pas avoir heureux, on dit être heureux. Par contre, on dit avoir du fun. Et ça fait une sacrée différence. Et avoir du fun, on est déjà dans l'histoire de l'argent. Mais lorsqu'il s'agit d'être heureux, on ne dit pas avoir heureux, je suis d'abord. C'est un état d'être. C'est pour ça que je ne pense pas que l'argent ait quelque part à avoir avec ça. La preuve, moi-même, je suis quelqu'un qui n'est pas argenté. Je peux vous garantir que je trouve des moments de bonheur en pagaille dans ma vie. Et même dans des situations où l'argent n'est pas là. C'est pas l'argent qui va. Bien sûr, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui pensent que l'argent est une solution à leur bien-être, oui, au bien-être. C'est-à-dire l'être qui est dans du bien. Mais ça ne fait pas l'être en soi. L'argent, ça ne va pas les bâtir en rien du tout. Donc, s'accepter tels qu'ils sont, c'est ça qui est le plus important. Je m'aime tel que je suis, avec mes caractéristiques, ma taille, mon âge, mes formes, mon caractère, et je m'aime comme ça. Oui, Franck. Il y a quelque chose moi, qui m'avait absolument surpris, c'est quand j'avais fait la coopération, dans le cadre de ce travail, j'étais allé au Cameroun et en Haïti. Et ce qui m'avait absolument surpris, c'est qu'on se déplaçait d'un endroit à un autre, et en passant en voiture, on passait devant le village, il y avait des maisons, et ça m'avait surpris à plusieurs reprises. Je voyais des gens danser. Alors ça pouvait être en semaine, là, des gens danser dans leur maison. Et quand je parle de maison, je suis gentil, hein, parce que c'est plutôt des amas de tôle et de quelques briques. Et ça m'avait surpris parce que j'avais pu le remarquer plusieurs fois. Et pourtant, c'était au Cameroun, c'était pas vraiment des régions riches en termes matériels du sens, dans le sens matériel de la chose. Et ça m'avait surpris. Et j'avais été surpris aussi de capter par la photographie, de capter autant de sourires, de capter autant de joie. Et pourtant, les gens sont soumis à une pression extraordinaire parce qu'ils vivent au jour le jour. C'est-à-dire que dans leurs soucis quotidiens, l'argent vient en premier parce qu'il faut se nourrir. Ils ont appris, si je vais dans ton sens, parce que je connais bien le Cameroun aussi, l'Afrique, ces gens-là ont appris à vivre sans l'avoir. Donc d'abord je suis et après j'ai. Et ils font bien la différence. C'est pas parce qu'ils ont tout d'un coup de l'argent pour pouvoir acheter 2-3 trucs que tout d'un coup ils vont se sentir mieux. Ils ont appris à se sentir bien sans argent, sans rien. C'est un vrai exemple dans les pays en voie de développement, l'Afrique, etc., de rencontrer des gens joyeux, heureux, avec rien. On peut voir ça aussi dans les Caraïbes. Alors que dans les pays occidentaux, où les gens ont énormément de choses, en fin de compte, ils ont du mal, ils ont de l'abondance, ils ont du mal à trouver le bonheur, parce qu'en fin de compte, les objets, les choses ont tendance à polluer l'être. On a du mal à se trouver soi-même, parce que dès qu'on est embarqué par les machines, les machines, elles ont tendance à nous dicter un format d'être. Oui, c'est de là que j'allais venir. Ici, on est en Amérique du Nord, donc c'est la région de l'abondance, la région où l'on veut tout avoir. En été, on veut avoir ce qui s'accommode à l'été, on veut avoir ce qui s'accommode à l'automne, l'hiver, etc. On veut tout avoir.
Et quand on n'a pas les moyens, c'est le stress, c'est le souci. Mais comment faire pour transcender tout ça? Puisque nous sommes dans une forme, les médias nous influencent et tout ça. Mais à mon avis, c'est exactement le fait de s'entraîner à ne pas repousser, remettre plus tard le moment d'être heureux. Parce que justement, on risque d'avoir toujours des objectifs et ça c'est très bien. Mais par contre, dans le cheminement pour rejoindre des objectifs qui ne sont pas juste le fait d'avoir quelque chose, mais peuvent être aussi des objectifs nobles. Par exemple, rejoindre quelque chose qui nous tient à cœur, même au niveau des accomplissements, au niveau du bien-être commun, non? Mais alors qu'on est dans le cheminement vers ces objectifs, ne pas rater les occasions de bonheur qui sont reliées, je reviens toujours là, surtout à l'être ensemble, vivre ensemble, à la rencontre de l'autre. Alors, si on décide, ok, moi je ne vais plus rater le moment d'être heureux, alors c'est plus simple même. Et surtout, moi, je pense que Montréal est la ville la plus heureuse au monde. Donc, on va venir au défi optimisme. Montréal, la ville la plus heureuse. Je pense que c'est quelque chose qui fait écho depuis quelques mois ici à Montréal. Mais j'aimerais savoir, que faut-il pour être heureux? Qu'est-ce qu'il nous faut? Pour aller dans le même sens concernant la société de consommation dans laquelle on est aujourd'hui, il est important, je crois, que les gens fassent l'expérience, en fin de compte, des réels biens. De quoi avons-nous besoin? Quels sont les réels besoins? Et je pense qu'il y a tout un travail à faire, de voir entre les besoins superflus, c'est-à-dire toutes les choses qui ne sont pas indispensables à notre bien-être, et qui sont plutôt le fruit d'une compétition, d'une mode, de ci ou de cela, quoi. Donc à un moment, c'est aussi aux gens de faire l'effort, je crois. Et comme disait Rosanna, peu importe à vrai dire le chemin qu'on prend, on peut quand même toujours s'arrêter au bonheur sur la route. Il y a toujours moyen de trouver dans la rencontre avec l'autre, prendre l'espace dans lequel on va être heureux, même si on est dans un système de consommation, ceci ou cela. Il n'y a pas de raison de fuir le bonheur. Il n'y en a jamais. C'est-à-dire qu'il faut le vouloir, c'est ce qu'on disait dès le départ, vouloir être heureux, donc déjà il faut le pratiquer. Et puis dans n'importe quelle situation, théoriquement, on doit pouvoir le trouver. Mais il est vrai que si on pense que le bonheur, c'est d'avoir, effectivement, dans une civilisation comme la nôtre, on peut être que malheureux. Parce que avoir, c'est toujours plus. Et le toujours plus fait que quelque part, dès que vous avez une chose, elle est déjà obsolète, qu'il en faut une autre. Et c'est ça qui rend les gens souffrants. Est-ce que le bonheur, c'est vivre seul, comme aujourd'hui? Les gens sont dans leur bulle, ils ne font pas attention aux autres. Au métro, les gens ne se croisent pas le regard, donc chacun son iPad, son iPhone, son cellulaire, soit écoute de la musique, etc., ou joue au téléphone. Est-ce que cette façon peut aider à être heureux? Je pense qu'on est dans une société pleine de paradoxes. C'est vrai que dans le métro, il y a des gens qui sont avec leur iPad, leur iPhone. Mais ceci dit, comme l'évoquait tout à l'heure Rosanna, la rencontre est toujours possible. Des fois, il y a des petits miracles qui se passent. Ça peut être un croisement, quand je dis un croisement, c'est croiser les regards. Des fois sourire parce qu'il y a une scène que l'on a vue avec quelqu'un qui était un petit peu étrange et puis les gens se regardent, puis tout d'un coup, il y a une connexion qui se fait. Ça peut être, ça m'est arrivé, c'est très touchant quand ça se présente. Ça peut être croiser par exemple des enfants qui vont faire un sourire, il va y avoir une connexion particulière. Donc je pense que c'est à nous déjà individuellement d'être dans cette démarche, d'être heureux, comme le soulignait Laurent, et puis d'être heureux. C'est déjà le faire soi pour mieux inviter les autres aussi à le faire. Et c'est quand je dis inviter, c'est de le faire naturellement, c'est pas être un modèle ou quoi que ce soit, mais plutôt, plus on aura d'adultes qui vont être bien dans leur vie, qui vont être bien comme ils sont, et plus pour les jeunes générations, ça va être des modèles qui vont les sortir de ce carcan de vouloir avoir à tout prix. Et si on incarne de plus en plus nous-mêmes le bien-être, la quiétude, l'inspiration, plus on va incarner ça et plus ça va être bon pour les jeunes générations et même pour les autres, pour les adultes,
d'avoir comme ça des points de référence. Des points de référence en étant, il suffit des fois de se balader dans la rue et puis de rencontrer, je sais pas moi, un musicien, quelqu'un qui semble tellement bien, de se dire ah, celui-là, ouais, il m'inspire quelque chose de positif. Et en le faisant et en le multipliant de façon complètement, on va dire, archaïque, hein, c'est-à-dire que chacun en le faisant de son côté sans chercher à aller convertir ou à aller imposer sa façon d'être, en le faisant naturellement, ça va se propager. Le bonheur ou le bien-être vont se propager et ça va être ça qui va devenir des références dans l'être plutôt que dans l'avoir. Et comment partager le bonheur, si ça se partage? Ouais, vas-y. Je t'en prie, vas-y. Non, j'ai pensé une chose. Pour partager le bonheur, justement, il faut, à mon avis, être conscient que quand on partage une joie, cela se multiplie. Alors, si je vis une joie, c'est ça aussi qui amène le plus de bonheur. Parce que si je la raconte, si je la partage, je la rends plus puissante. Alors que si je la garde pour moi, à un moment donné, elle devient de plus en plus faible. Donc, le bonheur, c'est dans le partage, justement. Et aussi dans le partage d'un compliment, par exemple. Parce que parfois, on risque d'avoir peur d'aller à la rencontre de l'autre parce qu'on a peur du jugement, alors que si on prend le risque de faire un compliment, c'est presque assuré qu'on aura un beau sourire de l'autre côté, une relation qui commence. Alors le bonheur, c'est vraiment aussi... là, comme disaient les Inuits, là je vole à Monique Proul une citation très belle qu'elle a faite pendant une capsule. Elle a dit, les Inuits disent que l'enfer c'est là où il y a une grande peur et le paradis c'est là où il y a une grande joie. Alors, effacer la peur, vaincre la peur du jugement pour aller à la rencontre, c'est ça pour moi le bonheur. Je partage. Je pense que vraiment, Rosanna a dit une chose essentielle. Le bonheur se fait quand même beaucoup dans la rencontre et le partage. Parce que lorsqu'on est seul avec soi-même, on peut se retrouver dans des états extraordinaires de plénitude. Mais il est vrai qu'à un moment, cet état de plénitude, il a besoin de s'amplifier, il a besoin de trouver un miroir quelque part. Alors on peut, en tant qu'un ermite, peut très bien se retrouver effectivement heureux en permanence dans sa vie, et en prenant comme miroir l'arbre, l'animal, la forêt, le ciel. Mais nous les humains, plus prosaïquement, qui vivons dans ces villes et dans ces civilisations un petit peu, on a besoin effectivement de trouver, d'amplifier notre lumière, notre bonheur, par la rencontre de l'autre. Non pas que quelque part on veuille imposer, mais c'est parce que l'autre va se nourrir indirectement, et lui-même va s'illuminer, et en s'illuminant lui-même, il nous illumine encore. Le bonheur est quelque chose de contaminant dans le bonheur. C'est pas quelque chose qui se garde dans un coin. Dès que quelqu'un est heureux dans une pièce, il va rendre les autres heureux. C'est une lumière, c'est une vraie lumière. Alors, peut-on dire que le bonheur s'acquiert? Oui. Le bonheur S'acquiert. Oui, bien sûr. Et comment procéder? Comment y arriver? Déjà le vouloir, c'est important, déjà vouloir être heureux, s'y maintenir. Parce qu'être heureux, c'est pas très difficile, à vrai dire. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment du bonheur, on décide de ne plus être heureux? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte dans notre vie, tout d'un coup, de rentrer une autre énergie? Mais parce que je pense qu'on en a besoin aussi. Je pense que nous, l'être humain, on n'est pas fait. C'est idéal d'être heureux. Mais je me pose la question aujourd'hui, est-ce que le Christ, une seule fois, a employé le mot bonheur dans la Bible? Je ne suis pas sûr qu'il soit utilisé ce mot-là. Et je ne suis pas sûr que cet homme était heureux. Je pense que c'est un des aspects de l'être, mais on doit aussi accepter, quelque part, en tant qu'être humain, tous nos autres aspects qui peuvent être plus ou moins sombres. Parce que si j'accepte mes côtés sombres, mes côtés plus difficiles, eh bien, quelque part, je me mets en route vers le bonheur. Parce que s'accepter soi-même, quelque part, c'est commencer déjà à être heureux. Alors justement, puisque vous parlez de Christ, mais Christ n'a pas mentionné le bonheur en tant que tel, mais la paix. Donc, en faisant allusion à la paix intérieure, est-ce qu'il y a une différence entre la paix intérieure et le bonheur? Je voulais dire une chose dans la Bible. Il y a le psaume très beau, le Seigneur mon pasteur, non? Et il dit bonheur et grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, non? Et là,
là, je pense qu'il n'y a pas vraiment une grosse différence entre le bonheur et la paix. La paix, c'est un état de plénitude finalement. Et le bonheur, c'est un état de plénitude. Alors là, je pense vraiment, oui, il y a des nuances, bien sûr, mais là où il y a la paix, là où il y a la plénitude, il y a finalement un état de grâce. Et là peut rentrer bien sûr le bonheur. Puis on ne parle pas, tu sais, de bonheur absolu, parce que le bonheur, à mon avis, ce n'est pas un état idéal. Mais comme on est sur cette terre, il y a toujours des soucis, des problèmes ou mais des hauts et des bas. Et c'est ça. Donc c'est pas parce que sinon, si encore une fois, non, si on dit je serai heureux quand j'arriverai à l'idéal, tu seras heureux, tu risques d'attendre longtemps. Peut-être que le bonheur, peut-être faudrait-il parler plus de bien-être dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on a tendance peut-être à considérer le bonheur comme étant un idéal qui en plus est tellement relatif à chacun qu'il est difficile de conditionner ou en tout cas de mettre le bonheur dans une boîte, ou en tout cas si c'est dans des boîtes, c'est dans autant de boîtes qu'il y a d'êtres humains, donc le bonheur est vraiment relatif à chacun. Par contre, la notion de bien-être est peut-être plus facile à appréhender, c'est-à-dire que le bien-être dans son état intérieur n'est pas conditionné forcément à l'acquisition de quelque chose. On est bien, on est tout simplement bien. Après, heureux, pas heureux, bon, ça c'est vraiment propre à chacun de définir ce contour du bonheur. J'ai l'impression que dans le bonheur tel qu'on le vend, il est un peu packagé. Il est un peu packagé avec d'un côté des biens matériels, avec de l'autre côté du... C'est sûr, il y a un bonheur social, il y a un bonheur collectif, social, il y a un bonheur. Ouais. La société, elle aussi, prétend au bonheur. Il n'y a pas que nous individuellement, la société, la ville prétend au bonheur, Montréal prétend au bonheur. C'est une entité à part entière. Hein. Donc, mais ce que je voulais dire par rapport au bonheur, une méthodologie que je prends beaucoup par rapport à l'amour. Et autant qu'il y a de gens, tout le monde parle de l'amour, chaque personne va parler de l'amour de façon différente. Alors, puisque vous parlez de l'amour, on va revenir, on va prendre une pause, le temps de respirer, et puis on revient après la pause. Ok, ça. Culture, tradition et société est une émission culturelle traditionnelle animée par Loïc Midi sur la THM, télévision haïtienne de Montréal. La télé à votre image. Hey, non pas M. Daniel Fizé, mais tonton Micha. Regardez ça qui est écrit les M là. THM. Oui, la télé à votre image. Ouais, moi-même, si c'est pas THM, bon, me ferme la télé. THM, diffuseur officiel de la retransmission de la Carifiesta. Une présentation de THM, diffuseur officiel. Pour toute information, contactez-nous au 514-903-6846. THM, la télé à votre image. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'amour. Pour l'amour, on parle de preuves. Pour le bonheur, on parle d'indices. Quels sont les indices de bonheur?
Alors, je trouve bien la définition est étonnante. Les preuves et puis les indices. Alors je vais rester sur la base de l'amour et je voulais exprimer, c'est que bien souvent on ne sait pas trop ce que c'est que l'amour, on va dire. On en a plus ou moins une vague idée, on peut demander à 1000 personnes une explication, on va avoir 1000 explications différentes. Mais il y a une chose qu'on sait tous personnellement, par contre, c'est ce qui n'est pas de l'amour. On sait très bien qu'on a des attitudes envers soi-même, envers les autres, qui sont désagréables, méchantes, intéressées, etc. Le bonheur, c'est pareil. Si on veille quelque part à maintenir envers nous des attitudes qui sont, alors je vais mettre le mot, positives, qu'on veille à ce sens-là, effectivement, dans ces conditions, on se met dans une énergie de bonheur, dans un état de bonheur. Mais moi je dis toujours que le bonheur avant tout, c'est être. Si j'arrive à m'accepter tel que je suis, dans tous les instants de ma vie, je serai un homme heureux. Sans douter une seconde de quelque chose ou de quoi que ce soit. Ouais, si vous acceptez pleinement tel que vous êtes, avec vos difficultés, parce que vos difficultés, c'est une caractéristique de votre être. Vous êtes fait ainsi, et c'est parfait. La nature est faite elle vous a fait de cette façon, et la nature a besoin de vous tel que vous êtes. Parce que vous m'enseignez, vous, à travers vos qualités, et vos défauts, entre guillemets. Comme moi, je vous enseigne à travers mes qualités, mes défauts, on a besoin de l'un et des autres. M'accepter tel que je suis dans la plénitude de mon être fait de moi un homme heureux. Alors, comme on dit, il faut le tout pour faire un monde. Oui, moi je voulais aussi justement reprendre ce discours sur l'amour parce que, à mon avis, l'amour c'est un indice de bonheur, mais pas nécessairement l'amour de couple. L'amour dans un sens plus large. Le fait de faire une surprise à quelqu'un, pour lui faire plaisir, c'est un geste d'amour. Et ça amène beaucoup de bonheur alors qu'on le fait. Je me souviens quand j'étais retournée la première fois en Italie, ma nièce, elle m'avait préparé 1000 surprises, petites surprises, alors un dessin, un poème, elle avait fait toute une fête. Et à un moment donné, je lui dis, tu sais que je t'ai amené quelques cadeaux. Oui, après, parce qu'elle était toute prise par les surprises, les cadeaux qu'elle avait passés pour moi. Alors là, c'était des gestes d'amour qui la rendaient heureuse. Alors, dans ce sens-là, je pense que l'amour rend heureux, dans le sens très large. Là, c'est bon parce que Laurent, tu as évoqué l'acceptation vis-à-vis de soi, qui est vraiment une base fondamentale, vraiment de s'accepter tel qu'on est. Puis l'acceptation et l'amour, ça va ensemble, c'est-à-dire s'aimer malgré nos travers, malgré nos distorsions. Et Rossana, tu as évoqué quelque chose qui est plus large. Donc c'est vrai que ça part à la fois de soi. Ça me fait penser, vous savez, quand on jette une pierre dans un étang, ça fait des cercles. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça commence par soi, ça commence en son centre, et puis ça s'étend. Et ça s'amplifie aussi, un petit peu comme les ondes. Et c'est vrai que le fait de faire plaisir donne plus de plaisir à soi-même, qui est encore plus amplifié par celui qui va le recevoir. Et cette amplification, on se rend compte que ça nourrit notre propre bonheur, ça nourrit notre propre bien-être, et ça rend la vie vraiment beaucoup plus savoureuse. Et puis je voulais dire aussi une petite chose, parce que de façon paradoxale, le fait de dire « Ok, il faut d'abord que je m'aime pour être heureux », ça peut devenir un prétexte aussi pour repousser le bonheur. Non? Alors, si c'est trop difficile de s'aimer, le fait de commencer à faire de petits gestes d'amour peut nous aider à être mieux et puis après à nous aimer plus, à nous aimer davantage. Donc, il n'y a pas d'excuse finalement pour repousser le bonheur, parce que la route peut être variée, non, mais on peut arriver à l'amour de nous-mêmes par plusieurs moyens, je voudrais dire. En fait, quelqu'un qui est malheureux, triste, cela apparaît sur le visage. Mais est-ce que le bonheur, on peut reconnaître que quelqu'un est heureux? Oui. En général, déjà quand quelqu'un est... Alors,
Si je vois une personne qui est tout le temps malheureuse, je vais me poser la question si ce n'est pas une forme de bonheur qu'il a choisie. Lorsqu'on maintient en nous une énergie permanente, c'est que quelque part elle nous convient. Et on savait, et on fait quelque chose qui nous convient. Moi j'ai l'impression que être en harmonie avec soi-même, c'est accepter tous les aspects de soi. Et il peut s'avérer qu'effectivement, vu de l'extérieur, la personne, on peut voir une personne qui peut nous paraître sombre, malade, etc. Mais quand quelqu'un me dit, moi ça fait 20 ans que je souffre de ça, etc., je dis, c'est qu'il le cultive. C'est quelque chose qui va avec. Donc il n'y a pas une forme, le bonheur c'est pas le sourire obligatoirement, ça peut être juste être bien avec soi-même, même si c'est des formes qui ne paraissent pas conventionnelles, qui ne paraissent pas confortables. Et c'est vrai que quelqu'un qui est heureux, en général, on a tendance à dire, il a une énergie jeune, plutôt jeune. C'est-à-dire jeune, ça veut dire ouvert. Et quelqu'un qui est fermé, on va dire peut-être que c'est quelqu'un qui serait malheureux, mais même si je considère que le malheur n'est pas le contraire du bonheur. Ce sont des énergies, des chemins différents, mais ils ne sont pas opposés l'un à l'autre. Et pourquoi donc? L'état d'être. Tout passe par l'état d'être. Donc je dirais que à partir de soi, il va y avoir un chemin qui va aller vers un bonheur, un chemin qui va aller vers une certaine tristesse, un chemin qui va aller vers sur du souci, un chemin. Mais tout revient par rapport à soi, de toute façon. De toute manière, c'est quand même nous qui organisons notre vie, qui choisissons des chemins qui sont plus ou moins confortables, c'est ce que j'aime admettre, et reconnaître que quelque part on est le chef d'orchestre du chemin qu'on organise pour nous-mêmes, c'est déjà se donner la liberté, se rapprocher en fin de compte de soi-même, et donc se rapprocher du bonheur. Reconnaître ce qu'on fait, reconnaître qu'effectivement on a le droit de ne pas être content, on a le droit de passer une journée renfermé dans sa caverne, on a le droit. Alors, On a le droit, il faut l'accepter, c'est tout. si je comprends bien à partir de tout ce que vous avez dit, est-ce que le bonheur c'est un état permanent? Est-ce qu'on reste heureux même si on a perdu une personne proche? Est-ce qu'on est heureux même si on a perdu son emploi? Est-ce qu'on est heureux même si on a perdu l'usage d'un membre après un accident? Est-ce qu'on peut rester heureux malgré tout? À mon avis, il faut peut-être distinguer le moment de la perte ou du deuil, etc., et du traumatisme, bien sûr, et l'état d'esprit permanent, dans le sens que on peut être privé de beaucoup de choses et rester heureux. On peut même avoir un grave handicap et être heureux. J'ai connu des personnes très heureuses qui ne pouvaient pas utiliser des membres, etc. Donc, une chose, c'est le fait de devoir supérer un gros défi et donc avoir un moment où on est comme bouleversé par ça. Et une chose, c'est de perdre son bonheur à cause de ça. On peut bien sûr rester heureux, mais moi, je me souviens de cette phrase merveilleuse que j'avais lue, moi j'adore Léo Buscaglia, je trouve qu'il était un génie. Il était un sociologue qui avait créé un cours sur l'amour dans une université de la Californie. Il disait, les personnes vraiment heureuses sont les personnes qui le seraient quand même si elles étaient privées de tout sauf la vie. Et je suis d'accord. Quand on vit par exemple le décès d'un proche ou que l'on vit un événement qui est particulièrement dur émotionnellement, le défi, enfin c'est pas un défi, c'est qu'il est essentiel, il est bon, il est pour son hygiène émotionnelle. Il est bon d'accepter aussi nos souffrances, ce qui nous a blessés ou les pardons que l'on a à faire vis-à-vis d'autres ou vis-à-vis de soi. Donc c'est pas parce que tu es dans une situation qui est difficile ou dramatique que tu es déconnecté de ce bonheur en question, que tu dois t'empêcher, sous prétexte qu'il faut être absolument heureux, t'empêcher de réprimer par exemple tes larmes. J'ai une amie très très proche qui est merveilleuse, qui m'a justement, suite à un événement comme ça qui était extrêmement difficile,
elle m'a dit, mais vis-le, soit avec cette personne proche que tu as perdue, et vis-le vraiment. Et c'était un conseil absolument extraordinaire qu'elle a pu me faire. Parce que si je m'étais soustrait à ça, sous prétexte qu'il faut être bien, ou que non, eh ben ça aurait été quelque chose de... J'aurais perdu quelque chose de précieux en moi. Par contre, le truc, c'est de ne pas s'enfermer et de plonger dans cet état de comment dirais-je, de tristesse, de se laisser happer par ça. Et c'est pour cela que là, de revenir et de se dire qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me sentir bien plutôt que de me sentir mal, ben c'est là où la notion de bonheur, de bien-être est importante pour se remettre à flot et que la vie puisse reprendre le cours normal des choses. Alors, le bonheur s'acquiert, mais est-ce qu'on peut apprendre les gens à être heureux? Est-ce qu'on peut apprendre aux gens à être heureux? Ça va indiscutablement avec la connaissance de soi. Ce qui manque à notre société, ce qui manque à notre système éducatif, c'est qu'on encourage justement nullement et on n'aborde même pas aux enfants à se connaître. Qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les fait vibrer. C'est pour ça que moi, ce qui m'anime dans mon activité professionnelle, c'est justement d'aller dans les écoles et d'aller encourager les jeunes à se connecter au meilleur d'eux-mêmes. Bon, moi je le fais avec la photographie, avec des images, mais ça me semble important, essentiel, d'encourager dès le plus jeune âge les jeunes à se connaître et surtout à se connecter à leur véritable identité. Un enfant, il est connecté à sa joie, il est connecté à ses émotions, et c'est une très bonne chose que de les encourager à ça, et c'est surtout de les encourager à bien se connaître, parce que plus tu vas encourager plus on va encourager nos jeunes à bien se connaître, et puis après, quand ils vont être grands, ils vont être beaucoup plus solides dans la vie, et ils seront moins ballottés justement à ce qu'on évoquait tout à l'heure, dans le paraître, dans le avoir, et puis que le bonheur soit conditionnel à l'avoir plutôt qu'à l'être. Oui, à mon avis, on peut apprendre à être heureux, pas en disant fais comme moi, ou celle-ci est ma méthode, ça doit être la tienne aussi, mais en encourageant les personnes à chercher dans leur vie personnelle les moments de bonheur qui arrivent à tous les jours. Quand j'étais en Italie, j'étais professeur d'italien, on avait un cahier des événements chanceux avec mes élèves. Ils écrivaient ce qui s'est passé de beau dans leur vie, dans leur propre vie. Alors, le fait d'écrire un événement heureux, c'est quelque chose qui ne peut pas être dicté, que tu peux reconnaître dans ta vie. Alors, apprendre à être heureux, oui, c'est possible. On peut partager ces bonheurs. Donc, ne pas vouloir devenir quelqu'un d'autre ou ne pas vouloir devenir heureux comme quelqu'un d'autre, même parce qu'on ne sait pas combien il est heureux, c'est tout tellement relatif. L'identification, c'est vrai que souvent les gens cherchent à savoir qui ils sont par rapport à quelqu'un d'autre. Tout petit, on nous apprend ça, on nous dit le modèle est ainsi, et on va t'élever en fonction du modèle. Et nos propres aspirations naturelles, on les réfrène par l'éducation. Les enfants, naturellement, sont heureux. Ils sont heureux, ils sont aussi effrayés, ils sont aussi peureux, ils ont tous ces aspects qui font l'être humain. L'être humain n'est pas qu'une boule de bonheur, l'être humain aussi a d'autres aspects qu'il doit développer à tout prix, et c'est justement dans les rapports des uns et aux autres, on sert de miroir à l'un et à l'autre. Et si moi je veux enseigner le bonheur, regardons par exemple pourquoi sommes-nous ici tous les trois là aujourd'hui, et en votre charmante compagnie. Mais parce que quelque part, nous sommes des gens qui avons été catalogués comme des gens heureux. Nous avons ressenti certainement comme des gens heureux. Ben certes, combien de fois on m'a dit, moi, t'as une vie extraordinaire d'un homme heureux. Mais le fait d'être reconnu comme quelqu'un d'heureux, les gens quelque part, ils s'approchent de vous et ils se laissent
ils s'ouvrent un petit peu, ils reçoivent un peu de votre énergie et ça les aide quelque part eux-mêmes sur leur propre chemin, parce que je pense que la meilleure façon d'enseigner, quoi que ce soit d'ailleurs, c'est l'exemple. Donc soyons nous-mêmes heureux, et surtout, je pense, nous les adultes, arrêtons un petit peu de vouloir à tout prix matérialiser notre bonheur par rapport aux enfants. Parce que les enfants ne sont pas dupes, ils savent très bien reconnaître le vrai bonheur de leurs parents. Ils savent très bien faire la différence. Donc moi je demande aux adultes, soyez heureux pour vous-même. Et puis laissez faire aux enfants, ils sauront reconnaître ces aspects-là et encouragez-les dans leur voie. Encouragez-les en ce qu'ils sont. Si on encourage les enfants en ce qu'ils sont, vous verrez que le bonheur, ça ne sera pas toujours facile. Parce que des fois le bonheur, les gens peuvent être heureux et poser des soucis quand même. Parce que, ben oui, il est heureux comme ça, mais ça ne correspond pas, parce que le système ne veut pas que ça se passe comme ça. Eh bien, on va faire un peu avec. Mais le bonheur, c'est pas quelque chose de, comment je dirais, un état de béatitude stérile. C'est-à-dire, on reste vivant dans le bonheur, c'est quand même quelque chose de très vivant. Et donc, on se rend compte, il y en a, on va par là, puis on va pas par là, puis par là, peut-être que ça crée quelque chose de pas confortable. Et puis par là, plus confortable, mais peu importe. Et à propos de ça, justement, je voulais cueillir ce que tu as dit parce que, à mon avis, un aspect du bonheur, c'est la fécondité. On n'est pas heureux si on n'est pas fécond, à mon avis. Et le fait de générer la vie, c'est ça la fécondité, et c'est possible à tout âge, en tout temps, en toute condition et pour toute personne. Non? Justement, en lisant des témoignages dans la guerre nazie, il y avait des personnes qui généraient dans l'autre la vie avec des gestes de générosité, avec des gestes, avec un bon mot. Je vais dire Primo Levi qui a été enfermé dans un camp de concentration, mais il disait, il y avait comme il y a un passage dans son livre où on voit une rencontre avec une garde qui échange sur un poète. Donc il y avait un moment de vie, un moment de fécondité, même dans une situation extrême. Mais sans vouloir aller là-bas, je veux dire, dans notre vie quotidienne, dans de toutes petites choses, on peut toujours générer la vie. On génère la vie avec un sourire parce qu'on ne sait pas dans l'autre personne qui ne nous connaît pas qu'est-ce que cela signifie dans ce moment. De la même façon que nos enfants sont influencés par les médias, la musique, les vidéoclips, etc., les films, etc. S'il y avait un cours de bonheur à l'école, qu'apprendrait-on aux enfants? Comme a dit Franck tout à l'heure, on apprendrait à savoir qu'est-ce qu'un être humain. Qui suis-je? Mais qui suis-je dans la réalité de l'être? Que ce soit pas mental. Qui suis-je? Qu'est-ce que le temps? Je pense que si on arrive à savoir exactement qui on est, on peut s'accepter comme on est. À partir de ce moment-là, les voies du bonheur seront que des conséquences. Le bonheur, c'est une conséquence à un état d'être. Comme on dit bien, être heureux. Il faut d'abord être. Donc il faut accepter déjà d'être dans l'être pour pouvoir accéder au bonheur. Donc s'il y avait un cours à mettre en place, c'est juste apprendre à savoir qu'est-ce qu'un être humain. Parce que plein de gens ne savent pas ce que c'est qu'un être humain. Hein? Donc qu'est-ce que c'est qu'un être humain et qu'est-ce que c'est que être? Voilà. Et moi, si je veux donner une réponse assez simple, sans vouloir être trop philosophe. Ouais, c'est un philosophe. Juste simplement dire que être, c'est ni plus ni moins être présent. Dans l'instant présent, je suis. C'est-à-dire si j'oublie demain et si j'oublie hier, je reste dans l'instant présent. Avec moi-même, je suis. Alors, vous savez que l'intimidation, c'est un phénomène assez fréquent ici au Québec. Cela mène à beaucoup de suicides d'ailleurs. Des enfants à l'école, au cégep, etc. subissent l'intimidation. Qu'est-ce qu'on apprendrait aux enfants à surmonter cette épreuve qu'est l'intimidation? Je pense qu'on en revient à la base, c'est-à-dire que la problématique de notre société, c'est de penser que l'on est seul. Et ça cause de gros dégâts, ça. Que ce soit pour les enfants, bien sûr, pour les adolescents, mais pour tout le monde, et plus particulièrement pour les enfants. Ça me touche d'autant plus que moi, je l'ai vécu aussi quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Et la difficulté, si je me
projette en arrière, je pense que c'est déjà de reconnaître la problématique. C'est-à-dire que la problématique de se retrouver seul et de se dire mais à qui je peux en parler? Et là, je pense que toute la problématique, elle est là, c'est à qui je peux en parler. Et comme tu es adolescent et que tu ne te sens pas compris, et que tu es dans un monde où on est dans la voie où il faut paraître fort, il faut paraître bien habillé, il faut paraître à la mode, et donc on te demande d'être dans un schéma qui ne te correspond pas, donc tu n'as plus de repères. Tes repères, c'est quoi quand tu ne corresponds pas à ça? Quand tu te sens un petit peu différent en tant qu'ado, que tu n'aimes pas forcément la musique qu'on te passe à la radio, qu'on n'aime pas forcément tous ces trucs-là qu'on t'impose, et que tu reconnais en toi ta différence vis-à-vis du système, eh bien tu te dis mais je me retrouve tout seul. Je me retrouve tout seul par rapport à ça, et à qui je pourrais faire part de cette intimidation dans mon proche environnement? À mon père, à ma mère? Est-ce qu'on va me comprendre? Et je pense que c'est ça. Et on en revient à la base pour éviter ce type de situation. C'est d'amener les jeunes à s'exprimer, d'amener les jeunes à identifier en eux qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qui est important pour eux, c'est quoi leur valeur, au-delà de ce qu'on leur impose. Et quand on va arriver de plus en plus à ça, quand on va arriver, et c'est pour ça que ce qu'on évoquait tout à l'heure de commencer dès le plus jeune âge, pour ça, on va arriver en encourageant les jeunes à être eux-mêmes, en encourageant les jeunes à s'accepter, plus on va aller vers ça, et plus on va atténuer, ou en tout cas dissoudre cette problématique de l'intimidation. Cette problématique de l'intimidation qui est associée à la problématique de « je me retrouve seul et je ne sais pas comment le gérer ». Oui, puis après, à mon avis, c'est important aussi d'apprendre à reconnaître ses émotions et ne pas les juger, parce qu'il n'y a pas de mauvaises émotions. La colère en soi, c'est pas mauvaise, c'est ce que tu en fais après. Mais si tu ne la reconnais pas, si tu ne l'acceptes pas, après tu risques d'en faire quelque chose de mauvais. Donc, justement, apprendre aux enfants à reconnaître ces émotions sans les juger, c'est très important aussi pour ceux qui sont potentiellement des intimidateurs, non? Parce que le problème, c'est d'un côté d'aider les victimes, mais aussi d'aider des agresseurs. Des gros. Oui. Alors, vous savez que les parents, assez souvent, ils ne sont pas au courant. Les professeurs à l'école, les responsables à la direction, etc. Donc, les jeunes, gardent souvent ça pour eux autres. Mais si vous adressez, par exemple, quelques conseils personnellement aux jeunes qui sont intimidés à l'école, dans leur quartier, etc., quels seraient ces conseils? Ne pas avoir peur d'en parler avec les figures de référence, donc avec le professeur, le directeur de l'école, leurs parents. Assez souvent, c'est lié à leur incapacité, leur déficit d'attention, leur apparence physique, etc. Des fois, leur timidité, j'en passe. Mais... Bien sûr. Et ça fait partie un petit peu des groupes sociaux. Les groupes sociaux n'ont toujours fonctionné comme ça. Soit on est capable de créer des groupes sociaux plus éveillés, c'est-à-dire qu'on revient toujours pareil, si on éduque nos enfants à la connaissance du soi, à la connaissance de l'être, il y a de fortes chances qu'au bout d'un certain temps, il n'y aura plus ce genre d'intimidation qui sont le fruit, en fin de compte, plus d'une structure sociale. Et c'est plus parce qu'il y a des concentrations de populations socialement différentes, etc., qui fait qu'on a ce genre de choses. Ce que je voulais exprimer, moi j'ai vécu quand j'étais enfant dans des foyers où j'étais quand même plutôt très difficile, des rapports qu'il y avait entre nous tous. Je dirais que c'est terrible pour les enfants, effectivement, qui vivent cette chose-là. Mais en même temps, j'en ai connu plus d'un qui ont vécu ça et qui ont une belle vie. Qui à un moment, l'enfance était difficile au départ, et après ils ont trouvé une voie, et il y en a d'autres qui par contre étaient des bourreaux. Lorsqu'ils étaient enfants, ils n'ont pas trouvé leur voie après. Ce n'est pas non plus quelque chose de complètement irrémédiable.
Maintenant, si un enfant il est tellement, je dirais, dissocialisé, tellement extrême, je ne suis pas spécialement un spécialiste de ça, mais je peux comprendre que ça peut peut-être relever d'un suivi plus précis peut-être du système. Parce que comment peut-on mettre des enfants en trop grande difficulté dans un groupe d'enfants? Ça aussi, je peux se poser la question, comment se fait-il? Alors, Mais c'est un problème complexe. une dernière question pour terminer. Concrètement, nous ou vous qui êtes heureux, si vous avez quelque chose à dire aux téléspectateurs et téléspectatrices, que fait-on pour être heureux? Que fait-on pour être heureux? C'est déjà d'identifier, c'est d'apprendre à se connaître soi. Je pense que la base avant toute chose, c'est d'oser apprendre à se connaître. Quand je dis oser, c'est parce que c'est pas évident. Laurent, tu évoquais tout à l'heure le fait d'aller voir nos aspects sombres, mais aussi d'apprécier nos aspects positifs, nos qualités. Donc c'est vraiment d'oser s'accepter, s'apprécier et se connaître. Et aussi de reconnaître chez les autres, d'aller identifier chez les autres les bonnes choses qu'il y a. Donc c'est vraiment toute une démarche. Moi j'associe à ça, à une démarche comme d'aller faire du sport. C'est-à-dire ça prend quand même des efforts, ça prend une certaine régularité, mais c'est bon de le faire. C'est bon de le faire, c'est bon d'aller de l'avant et d'oser sortir. C'est vrai qu'on c'est souvent évoqué, là, sortir de sa zone de confort. Je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais en tout cas, c'est d'oser d'aller de l'avant. D'oser d'aller de l'avant, et puis, j'en reviens à ça, d'aller vers cet idéal de vie. C'est-à-dire que là, on se projette effectivement vers l'avenir en disant, voilà, qu'est-ce que j'aimerais vivre? Et puis, par rapport à ça, par rapport à ce que j'aimerais vivre, par rapport à ce portrait idéal, de se ramener au présent pour dire, bon ben voilà, tout ce que je vais faire et tout ce que je vais mettre en place pour être bien, pour être heureux, ça me prend de faire telle chose. Et puis, des fois, ça prend pas grand chose. Hein. Comme on l'évoquait, ça peut être un sourire, ça peut être des interactions. C'est d'aller vers les autres, d'accepter, d'oser d'aller vers les autres. Et en faisant de multiples actions comme ça, je pense qu'on arrive à trouver sa tonalité, à trouver son ton, sa saveur. Alors, un dernier mot à chacun de vous. On n'a pas beaucoup de temps, peut-être en 30 secondes pour terminer. Oui, pour aller vers le bonheur, il faut désirer déjà. Désirer être heureux, c'est le plus important pour moi. Et ensuite, lorsque d'un état de bonheur, tout d'un coup, on voit qu'on va vers un autre état qui ne l'est plus, on se rend compte, on voit bien que tout d'un coup, on commence à avoir des choses qui nous... C'est un choix. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et si on y va, on accueille pleinement. Tiens, ce moment, je ne suis pas heureux. Juste avant de venir ici, j'étais en train de réfléchir justement sur le bonheur, je suis tombé dans une situation qui était un peu complexe. Et je m'apercevais qu'en même temps, je devais réfléchir sur le bonheur, et à ce moment, l'état du moment n'était pas spécialement heureux. Ben, j'ai accepté cet état-là, j'ai dit, bonheur, on en reparlera plus tard. Et ça ne m'a pas empêché d'être avec vous et parler du bonheur. Et je voulais dire un petit truc que je fais, bon, c'est que lorsque mon cerveau il commence à tourner un petit peu trop fort, je fais 2-3 grandes inspirations profondes, juste ça, comme ça. Ça a tendance à calmer énormément l'agitation, et en général, ça permet de revenir un petit peu plus calme. Alors moi, une petite suggestion d'écrire à tous les jours et possiblement raconter ou publier sur Facebook, sur les médias, ce que vous avez vécu de bon. Parce que normalement, le fait de partager a un effet merveilleux. Alors, par exemple, vous montez sur l'autobus et le chauffeur est gentil. Ok, vous allez le partager. Ça a un effet merveilleux sur les autres et sur vous-même. Ça, faudrait-il le faire tous les jours? Oui, préférablement. Donc, un dernier mot pour terminer. Oui, c'est ça, c'est de propager les bonnes nouvelles, propager ces petits riens qui sont magiques. Et ça nous nourrit,
et ça s'amplifie. Comme tu le disais, Rosanna, c'est vraiment ça. C'est des petits riens en fait qui font toute la différence. Faut-il apprendre à remercier aussi? Ah, mais j'allais Wow, dire, une gratitude essentielle. voilà. Une gratitude essentielle. La gratitude et le remerciement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, chez nous, on dit dire merci, c'est demander encore. Ah, c'est beau. super. Alors, merci Laure, merci Rosanna. Merci. Merci Franck de votre participation à l'émission Les Beaux Dimanches. Et je pense que le message est passé. Donc, le bonheur, c'est une attitude et ça se cultive, ça s'acquiert. Et on peut aussi le partager, n'est-ce pas? Surtout le partager. Surtout. Tout à fait. Merci. Merci, merci. Alors, madame, monsieur, vous l'avez entendu. Vous avez compris aussi ce que c'est le bonheur. C'est pas quelque chose qu'on reporte à demain ou qu'on renvoie à demain. C'est quelque chose qu'il faut vivre au quotidien. Et il faut être dans la disposition, c'est-à-dire décider d'être heureux. Sur ce, je vous souhaite de passer de bons moments et de belles soirées. Au revoir.